Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire notre hebdomadaire sur le Bitcoin. Au programme, nous allons passer un petit peu sur l'hypothèse suivante, que l'on a depuis un certain temps, qui n'est pas celle que je vous présente dans les quotidiens, mais qui est celle qui revient régulièrement dans les hebdomadaires. Donc on va partir sur celle-là, et surtout, on va parler du marché du mining, voir un petit peu où on en est, affiner un petit peu les prix, que je vous explique exactement où en sont les mineurs, voir un petit peu ce qui se passe, et comment ça se passe, et pourquoi il y a eu énormément de pertes, et il faut vraiment comprendre un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ça. Ensuite, on ira faire un tour sur le Nasdaq et le SP500 pour pouvoir voir un petit peu justement où on en est dans les marchés classiques avec les différents rebonds et comprendre aussi, prendre un petit peu de recul, comprendre un petit peu où on en est. Et ça, c'est vraiment, je pense, important. Nous sommes le 28 août 2022. C'est un moment, je pense, qui va préparer le début de septembre et donc la fin d'année qui est généralement crucial pour les crypto-monnaies, sur lequel on a toujours pas mal de volatilité, et donc ça va nous permettre de voir comment on va préparer l'année 2023. Alors, au programme, on attaque directement avec l'hypothèse que je vous présente depuis un certain temps, qui est aussi une hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, cette fois-ci terminée en janvier 2021, 4, 5 terminé du coup en avril 2021, nous sommes dans un retracement A, B, C, avec un C qui arrive au niveau du 382. La différence entre celle-là et celle que je vous présente régulièrement, c'est que nous pouvons facilement aller faire une extension dans les 10 000 sans invalider, et deuxièmement, ça sous-entend que nous sommes dans une fin de schéma héliotiste, ce qui sous-entend un départ à la hausse, par la suite avec une nouvelle mise en place de structure. Un départ à la hausse qui peut être mitigé, d'accord? On n'oublie pas que l'héliotisme n'est pas forcément un départ tout de suite vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, mais peut faire justement dans des sessions de ranging avant de mettre en place une vague 1, vague 2 et repartir sur une session d'impulsion. D'accord? Donc là, on est dans cette schématique-là. Je suis en vue mensuelle déjà dans un premier temps pour vous donner de la visibilité sur notamment une petite passe Ichimoku. C'est intéressant parce que Ichimoku vous donne un sentiment de marché, en fait, vous donne un état du marché qui est important. Et en mensuel, parce que sur le mensuel, tout le monde parle de cet aplat monstrueux à 10 000, et que c'est la zone de retour sur laquelle on va travailler. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se rapproche plus en plus du Kumo qui se trouve là, et sur lequel, justement, à un moment donné, je pense qu'on se fera rejeter sans forcément aller chercher les 10 000. Je ne dis pas qu'on n'ira pas, on a quand même une zone d'appel forte avec un order block, une target à 1,618, plus à côté l'aplat qui est là, donc on a quand même un appel fort, mais néanmoins, pour moi, j'ai tendance à penser que on va plus faire une forme de ranging sur cette zone-là, avec potentiellement une accélération haussière, ou voire même un début de structure haussière. Pour l'instant, pourquoi je vous dis ça? C'est que, déjà, on a quand même pas beaucoup de marge au niveau de la LS sur le monthly, sur lequel on voit qu'on va avoir 1, 2, 3, 4 mois avant d'avoir touché justement des bougies, et sur lequel on va avoir beaucoup de résistance, c'est le principe de la LS, et ce qui correspond aussi avec ici le Kumo, d'accord? Donc on est vraiment dans cette schématique-là, où en gros on a 4 mois pour soit break baissier, soit ranger, soit partir à la hausse, hein. Donc là, c'est les 4 mois sur lesquels ça va se décider, et sur lesquels on va voir très vite. Là, comme c'est en train de se faire, on le voit qu'on a ici un potentiel cross qui est en train de se faire, qui n'est pas terminé, qui doit justement se valider avec la fin de ce mois. Et par rapport au passé, généralement quand on a fait un cross et qu'il est marqué le cross, d'accord, donc pas un petit cross mais qu'il est bien marqué, on a un dump. Donc là-dessus, on aurait un signal pour aller chercher justement ces 14 000, 10 000, mais on n'est pas encore, il faut attendre la fin, et il faut attendre vraiment qu'il y ait quand même un petit espacement, donc ça sous-entendrait déjà qu'on est creusé, et ça sous-entendrait qu'on est cassé par exemple les 17 500, d'accord? Donc là, on aurait un signal fort, avec une clôture mensuelle en dessous des 17 500, sur lequel on aurait bien un espacement, et on aurait une continuité baissière forte. Donc ça, c'est un petit peu le mensuel. On va aller regarder en weekly, parce que c'est intéressant. Sur le weekly, à contrario, on est sur quelque chose qui est déjà purement baissier, avec de la LS qui est plus ou moins tranquille. On a fait une première incursion haussière, on est en train de s'en servir là comme rebond. Idéalement, c'était aller chercher ce niveau des 33 000, avec un Kumo qui se trouve ici, qui a quand même un gros espacement, hein. Au niveau du Kumo, le Kumo est très très large. Je pense qu'on va avoir potentiellement quelque chose qui va se refermer si on commence à ranger, à se rapprocher de là, ce qui serait plutôt positif pour le cours, mais déjà en hebdomadaire, c'est un peu compliqué, hein. En hebdomadaire, sur du Ichimoku pur,
pure, pardon, on va plus ou moins se dire que malheureusement on est encore bien baissier, on mettra beaucoup de temps à être baissier et qu'il va falloir jouer un rebond potentiel Kumo avec une continuité baissière. C'est ce qu'on voit régulièrement sur de Ichimoku. Donc ça sous-entendrait que on aille chercher les 33 000, quelque chose comme ça, les 30 000, 33 000, avant de potentiellement faire baissier, ce qui correspondrait ici à cette zone de travail sur lequel on a eu un travail haussier et avant en fait la crise de liquidité de Celsius, et donc derrière voilà, on travaille ce zone de volume et ensuite on casse baissier. Donc là c'est du classique. Par contre ça sous-entend aussi que si jamais on a une indication d'un rebond monthly dans cette zone des 33 000, ça voudrait dire qu'on pourra entamer une attaque du Kumo, donc une attaque forte qui pourrait se faire. Et c'est pareil, si jamais dans le monthly on a tendance à ranger, ça sous-entend aussi que là dans les weekly, on va ranger ici, donc ça veut dire qu'on travaillera le Kumo, et on sera potentiellement sur le Kumo au niveau du travail effectif. Donc là, bon, on est quand même dans une zone fortement d'incertitude, mais on a quand même de la place haussière, et si on regarde dans le monthly, comme on l'a vu, on a plutôt une base baissière. Alors ça c'est plus une vue pure Ichimoku. Donc on va retirer, on a fini avec Ichimoku, et on va pas forcément parler de la notion de week-off, parce qu'on est ici dans le saut, la notion d'order block, on sait qu'on a un order block ici, on sait qu'on est sur un order block là, on est dans une phase d'incertitude, on a derrière, on va regarder en micro justement ce qui se passe ici dans cette zone là tout à l'heure, mais l'autre point que je voulais voir, c'est au niveau du RSI, vous montrer que ici, on voit que on a potentiellement une structure qui est en train de se mettre en place au niveau du RSI qui est intéressante, sur lequel on a quelque chose qui est plutôt, alors on va y arriver, à la hausse ici, à la baisse ici, donc on est dans un canal d'élargissement au niveau du momentum. Ça veut dire qu'on va chercher des plus hauts et des plus bas, donc ça veut dire que potentiellement on est en train de travailler un mouvement fort au niveau du momentum pour aller chercher dans une continuité, donc soit enfoncer encore un petit peu plus bas, et ensuite repartir très haut pour aller chercher justement un momentum très haussier. Si on regarde en monthly, parce que j'ai oublié de vous le montrer, par contre c'est une autre pattern qui est en train de se faire, c'est une pattern baissière, hein. C'est une pattern baissière au niveau du momentum, où on voit qu'on a un momentum qui est majoritairement baissier ici, qui est en même temps logique. Logique étant donné que nous nous retrouvons sur un marché qui est en train d'arriver dans une phase d'adhésion, on n'y est pas encore loin, on est d'accord, mais qui se rapproche dessus. Donc forcément on va avoir une compression du momentum, et on va avoir des hauts de moins en moins hauts et des bas de moins en moins bas pour avoir un momentum qui va être plus régulé. Et c'est normal, et ça c'est plutôt signe justement d'une forme d'adhésion des cours, et c'est ce qui est important à retenir. Alors, on va rester en semaine juste pour parler cette fois-ci du mining et du marché du mining. Alors je vous présente souvent cette courbe-là que je module en fonction de différentes activités et choses. Et j'ai décidé de faire un petit point et de vous expliquer comment je le calculais et pourquoi c'est important de le retenir, et en fait globalement qu'est-ce que la vie d'un mineur. La vie d'un mineur, déjà pour miner, il faut acheter des ASIC, il faut acheter une infrastructure avec faire venir justement l'électricité, gérer toute l'infrastructure électrique, parce que c'est quelque chose qui est très très conséquent quand on fait une ferme de minage. Et après, globalement, on va avoir du maintien sur lequel on va avoir un petit peu d'opérationnel, donc des personnes qui sont embauchées, un petit peu de maintien des infrastructures, et surtout, après, le coût électrique. On parle beaucoup du coût électrique dans le Bitcoin. Quand on regarde un petit peu cet indicateur-là, j'ai pris l'exemple, juste l'exemple, très simple, de quelque chose qui... un produit qui s'appelle le S19, qui est un très bon ASIC avec une très belle performance, sur lequel on est à 100 TH, où on est sur une consommation qui oscille entre 3,3 et 3,5 kW. Donc on est sur quelque chose de très performant, haut de gamme. Ça coûte entre 12 000 et 15 000 $ à peu près. Et c'est ce qui est de plus performant quasiment. Il y a quelques gammes qui sont plus performantes, mais avec des prix qui sont beaucoup plus élevés, sur lesquels la rentabilisation est beaucoup plus compliquée, et avec généralement des systèmes de water cooling. Quand on est dans une forme sur laquelle on n'a pas forcément envie d'avoir, tirer vraiment le maximum, en tout cas de ce type d'ASIC, il va falloir mettre en place un water cooling, donc derrière c'est généralement plus dans les 15 000, d'accord? À peu près l'ASIC avec le water cooling intégré et la gestion, c'est à peu près dans les 15 000, au niveau de l'infrastructure en elle-même, et au niveau du deal, là j'ai mis 6 cents. Alors, déjà, il faut comprendre déjà que au niveau de l'achat et de l'infrastructure, ça coûte énormément au début.
énormément au début, et on dit souvent que c'est peu cher par rapport en fait à l'électricité, le coût électrique, parce que c'est ce qui représente la plus grosse partie de l'investissement. Alors, sur une généralité, sur la totalité de la vie du produit, je suis d'accord, c'est le cas. Par contre, quand on regarde sur les 5-10 premières années, ce n'est pas le cas du tout, surtout si on a un deal avantageux au niveau des cents. Il faut comprendre que déjà, si vous n'avez pas un deal avantageux au niveau de votre contrat électrique, c'est-à-dire que vous êtes entre 3, allez, on va dire entre 3 et 5, voire entre 3 et 6, 6 étant pour moi vraiment le maximum, je vais vous expliquer pourquoi, vous êtes déjà plus là. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur le marché, parce que, en l'occurrence, avec un prix comme ça, vous n'y êtes plus. Pourtant, vous me dites, là, mais t'as mis 6 cents au niveau du kilowattheure. Oui, sauf que là-dessus, c'est réel, uniquement la consommation électrique représentative. Je n'impacte pas les coûts de production, je n'impacte pas, du coup, l'immobilisation de l'achat de l'ASIC, donc les coûts réels sur lesquels je vais payer mon ASIC. Mon ASIC, j'ai fait un prêt pour l'acheter, très peu de personnes l'achètent cash, et donc à ce moment-là, dans tous les cas, même si on l'achète cash, il faut immobiliser cet achat-là, et donc ça a un impact réel, et il faut comprendre que ce type d'immobilisation se fait entre 5 et 10 ans. Et ça veut dire que, à l'heure actuelle, si on fait le total sur une année sur ce type de mineur, on va se retrouver sur quasiment doubler le prix en cents quand on est entre 3 et 6. D'accord ? Entre 3 et 6 cents, on double le coût réel de l'électricité durant cette année. Donc ça veut dire que les premières années coûtent très cher avant de rentabiliser. Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, mais ceux qui sont là depuis très longtemps, oui, bah ceux qui sont là depuis très longtemps, ils ont rentabilisé les anciennes machines qui sont beaucoup moins performantes, et ils ont continué à réinvestir en achetant des machines qui sont plus performantes. Donc ils ont tout simplement un parc qui est équilibré, sur lequel ils ont lissé aussi leur immobilisation, mais ils ont quand même une immobilisation forte. Donc, même, admettons, ils sont pas à 3 centimes, comme on pourrait le voir, ici, avec un coût du Bitcoin à 5000, ce serait le cas s'ils n'avaient pas de coût de production. Donc admettons, on va dire qu'avec un coût de production, on passe à 4, donc il serait plus dans les 7500, mais ça veut dire qu'ils ont rentabilisé, ils ont arrêté d'investir, ils ont rentabilisé absolument tout. Donc toutes les nouvelles machines les plus performantes qu'ils ont déjà. Ils ont rentabilisé aussi les investissements d'infrastructures qui ont été effectués, donc ils ont rentabilisé toute cette partie-là. Chose qui, à l'heure actuelle, n'existe pas au niveau des mineurs. On n'oublie pas que nous sommes dans un marché qui est quand même majoritairement jeune, neuf, avec quand même énormément d'évolution au niveau des outils de mining, hein. Donc là-dessus, il faut vraiment le préciser. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui investit maintenant, bah il va avoir 5 à 10 ans pour pouvoir rentabiliser justement l'ASIC qu'il va acheter. Alors, rentabiliser de l'immobilisation, c'est pas pareil, c'est pas la rentabilité réelle, en tout cas par rapport au prix actuel du BTC. Donc là-dessus, c'est simple, si on rajoute la totalité des coûts, généralement, on arrive, quand les personnes sont entre 3 et 6, à doubler le coût électrique de la mise en place. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui a 4, en fait, il va être plus à 8. Et donc là, on voit qu'il est déjà à 15 000. Quelqu'un qui va être à 6, ça sous-entend qu'il va être à 12. Donc ça veut dire qu'il va déjà être à la limite. Donc quelqu'un qui a un deal électrique à 6, il est déjà très compliqué. Par contre, quelqu'un qui a un deal à peu près à 3, alors du coup, en fait, c'est pas vraiment doublé. Si on regarde, c'est quelque chose qui est exponentiel. C'est-à-dire quelqu'un qui a 6 va doubler, mais quelqu'un qui a 3 va tripler. Donc quelqu'un qui a 3 va être dans les alentours de 9 kW. 9 cents du kilowattheure quand on remet en fait la notion d'immobilisation et coût de production. Donc on se retrouve quand même, globalement, dans une zone qui oscille, alors je vais vous montrer, une zone qui oscille ici. D'accord ? Entre 15 000 pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps, qui ont déjà commencé à rentabiliser une grosse partie, qui ont des infrastructures qui sont déjà effectuées, qui ont déjà pas mal de bitcoin qui ont été minés en amont et du cash qui ont été faits sur des hash rates qui étaient plus bas et donc qui ont déjà en fait une marge de production qui est beaucoup plus forte, vont se retrouver quand même dans le bas du panier, dans les 15 000. Par contre, si on regarde le haut du panier, donc ceux qui sont quand même sur des deals qui sont corrects, hein, quand on regarde les deals texans, qui représentent quand même une grosse majeure partie des grosses industries, sont entre 4 et 6 cents le kilowattheure. Donc on se retrouve quand même sur des personnes qui sont à la limite ici. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a vu sur cette première partie, enfin ces quadrimestres
enfin sur le premier semestre, on va même élargir plus, mais le premier semestre 2022, sur lequel on a eu pas mal de résultats négatifs sur les grosses sociétés de mining, parce que tout simplement déjà leur parc était hétéroclite, donc il y avait quand même pas mal de machines qui n'étaient pas forcément rentables, et sur lequel derrière il y avait des coûts d'exploitation qui étaient quand même conséquents. Quand on était ici ça allait, mais quand on a eu le break ici, bah c'était compliqué, parce que il y avait encore un certain nombre de machines qu'il a fallu couper au fur et à mesure, et le problème c'est que la rentabilité qui avait été calculée a été calculée sur le prix évolutif du BTC, et donc cette rentabilité, bah c'est cassé la figure au fur et à mesure, et donc derrière bah, les emprunts qui ont été effectués sur cette potentielle rentabilité bah, sont parfois très compliqués à rembourser, des choses sur lesquelles on va avoir quand même des grosses pertes, il y a eu des grosses sales qui ont été faits. Et donc ça, déjà il y a une phase d'épuration qui a eu lieu ici, où là, bon, c'était les personnes globalement qui minaient sur quelque chose avec des machines globalement qui étaient déjà pas forcément performantes, et sur des deals électriques qui étaient juste à ne pas faire. Et à côté, bah là, on se retrouve sur l'épuration, plutôt de personnes qui ont des bons deals, mais qui n'ont pas forcément un parc cohérent. Donc là-dessus, il y a une mise en place d'une cohérence des parcs. Et des personnes qui investissent maintenant, bah c'est des personnes qui ont déjà des gros deals, donc à 2-3 centimes, et qui achètent des machines très performantes sur lesquelles ils accèdent à de la liquidité avec bah, une immobilisation sur 5 à 10 ans, voire potentiellement 15 ans, pour être rentable. En fait, ça va être vraiment la négociation de l'immobilisation qui va être effectuée de la SIC. Et là-dessus, je ne rentre pas dans rentrer vraiment dans le détail sur lequel on pourrait rentrer avec les potentiels de perte, les potentiels de panne, les potentiels de surge, les potentiels de consommation, enfin de non-consommation, comme on a pu le voir au Texas, avec justement le fait qu'ils ont dû arrêter le mining, parce que ça a un coût, certes, ils consomment plus d'électricité, mais derrière, il y a le prêt qui tourne, il y a les coûts d'exploitation, les coûts de production qui tournent. Alors certes, il y a eu une incentive qui a été donnée notamment par le Texas pour les remercier, enfin c'est une incentive pour la non-consommation électrique, donc qui a pu limiter un petit peu, mais qui est quand même minime par rapport, je pense, à leur coût fixe, qui tourne régulièrement, et donc on a toujours une modulation à avoir. C'est pas quelque chose qui est linéaire, loin de là, et il faut vraiment le prendre en considération, pas considérer qu'un Bitcoin c'est juste la rentabilisation entre le coût électrique et les performances de la machine. On en est très loin, il faut vraiment l'avoir en tête, on n'est pas dans de l'industrie classique, on est dans l'industrie lourde égale des investissements lourds avec des coûts lourds à prendre en compte dans l'industrie en elle-même. Alors, on va cette fois-ci avancer dans l'analyse technique, on va attaquer ici, prendre en considération justement cette courbe-là, parce que je pense que c'est une... Voilà, on est vraiment dans une zone sur laquelle, en effet, au niveau du mining, on est dans une zone de profitabilité encore. Si on casse baissier très fort, on va avoir encore des personnes qui vont lâcher fort. Chose qui s'est déjà vue, hein. On voit bien, là on regarde, on voit qu'on l'a bien fait en octobre 2019 où on est passé en dessous une fois, 2 fois, et avant de repartir à la hausse, donc là-dessus il y a eu des grosses épurations. Là le marché est quand même différent en termes de l'industrie en elle-même, on a quand même une industrie qui est beaucoup plus forte, il est possible qu'on n'ait pas un hash rate qui casse, et on voit bien de toute façon le hash rate en lui-même continue à augmenter, alors c'est ce qu'on voit ici, hein, le hash rate a continué à augmenter avant d'avoir une cassure là. Bon, à voir exactement ce qui va se passer par la suite, je pense qu'on est quand même un petit peu loin, même si on peut aller retester cette zone-là, je pense que si on casse, on ne restera pas très longtemps en dessous, et c'est normal par rapport à l'industrie en elle-même et à sa structuration. Alors, on va attaquer justement la partie technique, voir un petit peu le mouvement qui s'est passé hier, un mouvement qui a entamé directement suite à ce que j'ai, enfin suite au post de la vidéo, hein. Donc ceux qui l'ont regardé ont vu potentiellement la chute en même temps qu'ils regardaient la vidéo, sur lequel je vous avais dit que là-dessus on pouvait aller très vite une fois qu'on cassait ça, pour aller chercher les 20 000, parce que globalement l'order book était vide. Bon, on voit que ça a été très vite, on a liquidé ceux qui étaient là, et derrière, étant donné qu'il n'y avait pas d'ordre dans le carnet d'ordre, on est allé chercher directement la zone, et là on est en train de tester, ici l'inducement, avec le renforcement de l'inducement qui a été fait là, et on est en train de tester. Alors du coup j'ai redressé un tout petit peu la droite, parce que je l'avais pas bien mise ici pour bien la mettre et l'aligner les deux, le canal de tendance haussier de liquidité, on voit qu'on a créé la liquidité, donc on a une double liquidité ici, hein, d'accord. On a la liquidité de ce canal, et on a la liquidité ici de cet inducement, avec ici cet equal qui s'est mis en place, donc on a bien un equal low qui s'est mis ici, hop, retesté et départ haussier, donc sur lequel on a quand même pas mal de liquidité qui est en attente, bon, qui est assez peu en liquidation, mais qu'on a quand même pas mal de liquidité, sur lequel on pourra aller faire
une petite cassure, un petit break derrière pour aller chercher ça, et aller chercher notamment ici le cluster de liquidation que je vous avais donné à 20 150, donc globalement aller retester les 20 000, et qui correspondrait notamment à cet order block qui se trouve ici, qui est le véritable lot qui a été protégé. Celui-là, on s'en doute que c'est un inducement. Pour l'instant, on n'a pas encore réellement cassé, donc là-dessus, on pourrait juste avoir un retest, mais j'ai tendance à penser qu'on ira prendre cet inducement-là, et ça nous valide en même temps la distribution, hein, le mouvement baissier qui a été fait, qui nous rappelle la distribution qui avait été fait BCA, RST, SO, UT, UTAD. Je vous avais dit que si on cassait ça, on validait. Bon, on a validé, et on a break baissier. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus bas? La densité du marché, déjà, c'est qu'on est très bas, on est sur une vraiment très bas, on a break baissier la compression que l'on a eue, mais vraiment très basse. Le marché en lui-même, ici, on avait un creux au niveau de l'order book, ok, là c'est pas le cas. Là, on a quand même énormément d'ordre, on a un marché qui est quand même majoritairement dans une correction haussière, et qui est à l'achat, sur lequel on voit que je pense qu'on va avoir difficulté à descendre en dessous des 20 000. Descendre en dessous des 20 000, ça voudrait dire que on a des news fondamentales solides qui tombent, sur lesquelles on va aller voir. Après, on ira voir aussi la macro pour bien comprendre où on est. Donc, pour avoir un travail du coup, on pourrait descendre un petit peu, retester les 20 000, mais break totalement les 20 000, ça voudrait dire que on est des gros clusters de liquidation. Donc, soit des personnes qui achètent fortement en long à levier, et donc on renforce la liquidité basse, et cette liquidité de liquidation va dépasser la liquidité de l'order book, et donc à ce moment-là, on aurait une accentuation du prix baissier, mais là, majoritairement, l'order book, maintenant, il est vide haussier, et on a un gros cluster de liquidation qui se trouve dans les 25 à 22 000, sur lequel on a quand même une grosse incentive à aller casser haussier, et si on casse haussier, là, on ira très vite, très haut, aller chercher l'objectif qu'on a depuis un certain temps, donc les 26 700, sur lequel on irait voir. Est-ce que là, où est-ce que je considérerais qu'on a le plus de probabilité? J'ai tendance à penser qu'on peut aller retester les 20 000, casser les 20 000, j'y crois pas encore. Là, j'y crois pas encore. On va aller voir l'order flow, mais l'order flow me dit que potentiellement, là, on est pas mal. On va regarder ça tout de suite. Sur l'order flow, voilà, comme je vous avais dit, on avait quelque chose qui était assez étrange, sur lequel on avait quand même quelque chose qui se contractait pas assez au niveau de top trader, alors que à côté, sur les totals des comptes, on était sur du long majoritairement, et quand même on était relativement leveragé, donc on n'avait pas quelque chose sur lequel on avait quand même quelque chose qui nous disait que potentiellement on allait repartir à la hausse, mais c'était pas vraiment franc. Là, on a vraiment le signe franc, on a vraiment ici la cassure et la contraction qui s'est effectuée, on a l'expansion ici, donc on a la divergence entre les top traders et la totalité des comptes, donc on a sur quelque chose qui nous dit que potentiellement on va repartir à la hausse, donc on peut aller chercher un petit peu plus bas, on peut aller toucher ces deux-là, donc on peut aller toucher les 20 000, prendre ici l'inducement, et derrière, qu'est-ce qui va se passer si on va aller chercher ça? Là, on va appuyer fortement ici sur les longues, ici on va aller chercher quasiment arriver à 50-50, avec une augmentation des leviers, et là on aura une accélération haussière, avec un short squeeze qui se mettra en place, et un short squeeze qui sera, je pense, assez violent, en plus on a créé quand même pas mal d'imbalance, il faut pas se le dire, quand on voit des bougies comme ça, c'est des bougies de liquidation très fortes, avec une bougie qui a été râlée quand même de 2/3 sur la première, donc ça veut dire qu'on a eu des grosses liquidations, et derrière des rachats qui ont été faits, et derrière on a une structure de consolidation, alors avec un début d'accumulation, mais c'est faiblard, c'est vraiment faiblard, c'est pour ça que je vous dis que potentiellement on peut aller retravailler à la zone des 20 000, pour aller prendre ici cet inducement. Là, on est en train de travailler ici le repère à 20 714 exactement, sur lequel on a la résistance et l'équal low qui nous attend, donc sur lequel on pourra avoir retravaillé, repartir à la hausse. Alors, petit point rapide sur nos marchés classiques, sur lequel nous avons fait notre break-off structure sur le Nasdaq, haussier très fort, sur lequel on a été notamment rejeté sur le... je l'ai retiré, je vais vous le remettre. On a été rejeté sur le 618 de ce mouvement-là. On voit qu'on a été rejeté quasiment au millimètre près. Donc on est bien arrivé là, et à côté, on est en train de travailler, on s'est arrêté ici, sur le niveau 382, qui correspond aussi d'ailleurs, donc niveau 382 du retracement total, donc du plus haut à ce niveau ici. Et on est en train de se diriger globalement sur l'arrêt suivant, qui sera avec une extension sur le 0,5 à 13 150 pour aller retester les 0,5 pour refaire une deuxième attaque. On n'oublie pas que généralement le Nasdaq a tendance à faire deux tests sur le 618, et s'il casse le 618, il irait au moins toucher les 14 000 pour le 0,5, qui serait logique, à savoir que pour moi le prochain véritable arrêt serait ici,
à minima la liquidité à 14 300, avec cet equal high très fort qui s'est mis en place dans cet order block, et ensuite aller chercher potentiellement les 618 à 14 600 pour faire un retracement, donc retracement de la totalité du mouvement, d'accord? Donc ce serait un gros retracement sur ce mouvement-là, et qui correspondrait justement au retracement du 786 sur ce mouvement baissier ici. On a quand même une belle bougie bien rouge qui s'est mise en place. On pourrait aller, donc comme je vous ai donné la box à un moment donné, retravailler une zone basse, qui serait aussi une schématique, soit on va faire un test, deuxième test, on va chuter, soit on break haussier et on va travailler la zone supérieure avant de pouvoir retravailler soit un véritable retracement et repartir à la hausse. Donc ça, c'est un peu l'idée que j'ai moi à l'heure actuelle. Et la deuxième, qui est pour moi quand même assez forte aussi, c'est une continuité baissière pour aller retravailler ici cet order block dans les 12 000 pour ensuite repartir à la hausse, donc avoir une structuration. On a fait une grosse accélération, on va arriver sur le mois de septembre, donc là potentiellement retest. Et mois de septembre, on descend retravailler ici les 12 000 pour préparer la fin d'année avec une accélération haussière qui pourrait se faire sur cette fin d'année et repréparer globalement un hiver par la suite. Alors, ça c'est un petit peu la schématique que j'ai sur le Nasdaq et qu'on retrouve un petit peu aussi dans le SP500. SP500 sur lequel on a cassé les 0,5, on a fait un break-off structure mineur ici, majeur ici. On est en train de retravailler, on va peut-être retravailler ici les 4200, voire potentiellement redescendre en dessous des 4800, donc 86, sur lequel on pourra après prendre appui sur cet arrêt et ensuite repartir à la hausse. Repartir à la hausse, on a quand même un break-off structure majeur, sur lequel on a potentiellement un travail haussier, mais il va falloir, je pense, faire une contraction avant de pouvoir repartir, qui est un peu la schématique du Nasdaq qu'on retrouve à l'heure actuelle. On est quand même sur le ici en surextension sur le SP500. Je ne l'ai pas mis sur le Nasdaq, je vous le mets tout de suite. Hop, faut que je retire celui-là. On va mettre le RSI. Et on est au niveau du RSI, j'en ai deux. Hop, au niveau du RSI, on voit qu'on a fait deux incursions, mais on est quand même beaucoup moins surexposé au niveau du Nasdaq qu'au niveau du SP500, donc du coup le SP500 peut ici corriger plus fort que le Nasdaq, alors que le Nasdaq est déjà dans une bonne tendance sur lequel on irait, oui, potentiellement aller retester ici avant de refaire une attaque haussière. C'est la schématique que j'ai, ça sous-entendrait aussi que potentiellement on aurait une décorrélation, parce qu'on a déjà depuis un certain temps une décorrélation entre les indices classiques et le BTC et globalement l'ensemble du marché. On aurait donc à ce moment-là un marché classique qui corrige et on aurait un marché crypto qui se maintient, donc qui ne pousse pas mais qui se maintient, notamment grâce à des news fondamentales. Déjà un avec The Merge, donc d'Ethereum, qui est une très grosse news fondamentale, et ensuite on aurait une zone d'aplat au niveau du BTC sur lequel on sait qu'on a des zones d'achat fortes, un carnet d'order book fort, un order flow fort, et donc derrière une résistance qui se mettrait en place, qui correspondrait à, parce que je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, une forme de ranging pendant un certain temps, le temps que le marché principal finisse de corriger avant de repartir à la hausse, et à ce moment-là, on aurait une accélération haussière crypto plus marché classique. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition
Et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.